à Fan Résidence, à la Cité des enseignants. Les connaisseurs devinent chez qui? Oui, bonjour Yacine. Bonjour Tata. Bienvenue chez les Diagne. Merci beaucoup. Ça va bien? André, Je suis très contente d'accueillir Céline. Voilà. Merci beaucoup Tata. Pour la superbe chronique que tu as l'habitude de faire. Merci, c'est vraiment gentil. En tout cas, c'est un plaisir d'être chez les Diagne. Voilà. Chez le grand Mamadou Diagne. Oui, on va être en son nom. Merci beaucoup. On va se retrouver là. J'ai une chaise. Tu en mets ici? Oui, il y a le... Merci beaucoup. Est-ce que tu veux une autre chaise? Bonjour chers amis internautes de segment Vision Multimédia, la chaîne 100% littérature. Vous êtes bien dans votre émission Elle littéraire, ce plateau qui vous fait découvrir les grandes personnalités de la littérature sénégalaise. Alors aujourd'hui, c'est avec honneur et plaisir que nous retrouvons chez une grande dame qui, à coup sûr, fait partie de la crème de l'élite de la littérature sénégalaise. Il s'agit de Madame André Marie Diagne Bonané, que nous appelons affectivement Tata André. Bonjour Tata. Bonjour Yacine, bienvenue à la maison. Merci bienvenue beaucoup. Chez les Diagne. Merci beaucoup Tata. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, André Marie Diagne est professeure, une Sénégalaise qui est née au Burkina Faso. Elle est maître de conférences, docteur ès lettres, professeure de littérature et de didactique du français, formatrice des professeurs de français. Elle est spécialiste en littérature africaine, française et francophone. Elle est aussi engagée dans la vie associative et fervente militante en faveur de l'éducation des filles. Elle est ancienne inspectrice de l'éducation nationale, ancienne chef du département de lettres modernes de l'École nationale supérieure du Sénégal de 1983 à 1988. Elle est aussi membre fondateur et ancienne présidente de l'Association sénégalaise des professeurs de français et coordinatrice nationale du réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique. N'est-ce pas, Tata? Oui, c'est vrai, Yacine, ce que j'ajouterais, qu'en dehors du français que je parle, que j'enseigne, je suis née Samo, une ethnie donc qui est à cheval entre le Mali et le Burkina Faso, donc c'est bien pour Ségina. On parle un peu du Burkina Faso. Voilà, on parle c'est d'abord ma Haute-Volta natale. Je suis née à Bobo-Dioulasso, qui était la deuxième ville, la capitale économique du Burkina Faso, et dans une famille, disons, de père enseignant et mère, comme on dit, mère au foyer, mais qui s'est bien occupée de l'éducation des 8 filles et 3 garçons que le bon Dieu lui a donnés. Et donc, c'est peut-être aussi à cause de ça, parce que c'est une femme que j'ai dédié le recueil de nouvelles que j'ai écrit, La fileuse d'amour, donc à toutes les mamans d'Afrique. À toutes les mamans qui font ce travail très, très rapproché d'éducation de leur progéniture. Ah, merci beaucoup, Tata. Je sais qu'on ne peut pas lire toute votre biographie. Donc, des études supérieures à Bordeaux après le bac, au cours desquelles je passe de la philosophie à la littérature, et où je rencontre aussi la personne qui va m'amener au Sénégal, c'est Mamou Ségal. Le grand Mamou. Voilà. D'accord, là on va parler un peu de votre bibliographie. Oui. Parce que vous êtes auteur de deux livres, si je me trompe. Le premier est là, La fileuse d'amour, qui est paru en 2013. En 2013. Et le dernier, c'est Maria Mondoy. Oui. Voilà, un certain regard qui est paru en 2020. Maintenant, parlons d'abord de ce dernier livre-là, Maria Mondoy. Alors, parce qu'il n'est pas fréquent de voir une écrivaine ou bien un écrivain écrire sur un autre écrivain. Là, c'est très rare. Pourquoi avoir écrit sur Maria Mondoy? C'était quoi le projet? C'est un hommage qui lui est rendu ou bien c'est quoi? Alors, je veux dire d'abord que le monde de la littérature est un monde de fraternité ou de sororité. Entre Maria Mondoy et moi, il y a d'abord une histoire, je veux dire un parallélisme, parce que nos deux maris, son mari donc et le mien, ont été mis dans un avion en 68 par le président Senghor et ils sont allés passer leur bac à Bordeaux. Ils ont fait les classes préparatoires et tous les deux sont chacun agrégés d'anglais et de philo. Alors nous sommes, disons, des épouses de ces deux-là et tout ce que Maria Mondoy publiait,
par amitié aussi, moi je l'achetais en tant que prof de lettres. Je lisais, que ce soit des livres pour enfants ou des livres, des romans, des très beaux romans qu'elle a écrits. Voilà, très grande, elle en a au moins une bonne dizaine. Et un jour, pour le 8 mars, je me retrouve au Mali pour célébrer la journée de la femme avec les écrivaines maliennes. Et dans l'hôtel que j'habitais, je vois un journal avec la photo de Maria Mandoy, qui était elle aussi là, par hasard. Et je me dis, tiens, on vient du même pays, on se rencontre là. Et je me dis, elle est plus connue ailleurs, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, qu'au Sénégal. Est-ce que c'est normal ça? Non. Et donc c'est de là, en 2015, que me vient l'idée d'écrire sur ces œuvres, parce que je les avais pratiquement toutes. Et pour cela, je me suis un peu retirée. J'ai eu 2 mois de résidence en Allemagne. Et je remercie le Goethe Institut pour m'avoir permis de séjourner 2 mois dans cette île qui ressemble à Gorée, près de Hambourg, au cours desquels j'ai finalisé ce livre que j'ai intitulé Maria Mandoy, un certain regard. Parce que ce qui m'avait plu chez elle, outre le fait que c'est une lébou authentique, et nous sommes dans la région du Cap-Vert, c'est qu'elle avait parlé des femmes dans beaucoup de ses livres, comme Du Bon Pain par exemple, qu'il y avait une évolution de la condition féminine, mais en même temps, elle parle beaucoup de la société africaine, de la société sénégalaise, elle qui a passé une bonne moitié de sa vie à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, à la limite, je me rendais compte que Maria Mandoy était une écrivaine africaine avant d'être la Sénégalaise que nous connaissons. Donc, c'était un devoir pour nous. En tant que critique littéraire, c'était pour moi un défi de la faire mieux connaître. Un très beau livre à lire. Merci. Donc, nous saluons au passage Maria Mandoy, cette grande écrivaine sénégalaise. Qui est aussi elle a accueilli. Elle était contente. Nous avons fait ça en complicité parce qu'il fallait d'abord des entretiens, il fallait des photos. Elle m'a fait découvrir son enfance avec le professeur, le docteur Tchanardoy qui est son père, la ville de Rufisque qu'elle adore. Et puis, bien sûr, Abidjan, les voyages, et si tout ce qui renforce la condition des femmes, être mère ou ailleurs avoir une coépouse. Ce sont tous ces problèmes-là qu'elle pose dans ses œuvres. En tout cas, c'est une belle initiative. Voilà. Voilà, donc on va parler du deuxième livre qui est dédié à votre maman, voilà. La fileuse d'amour. Alors, La fileuse d'amour, c'est un recueil de nouvelles. Pourquoi? C'est par là que je suis entrée en littérature. Parce que jusque-là, j'étais professeure de lettres. J'étudiais les textes des écrivains dans mes classes, à l'université comme dans les lycées, quand j'étais au lycée Van Vaux. Et chaque fois, mes élèves, mes étudiants me disaient « Mais madame, pourquoi n'écrivez-vous pas ?» Alors moi, je leur répondais « La littérature, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très sérieux. Et si on décide d'y aller, il faut vraiment se préparer. » Et donc, à la faveur de toujours la fête des mères, une de mes amies, psychologue, madame Pierrette Connet, devait faire une émission à la RTS pour la fête des mères. Elle m'a interpellée en me disant « Qu'est-ce que ta mère pour toi ?» À cette question, j'ai embobiné, déroulé la machine du temps. Je me suis retrouvée enfant et j'ai dit, mais au fond, qui m'a appris à lire? C'est ma mère. Qui m'a appris à être bien avec les gens, correct et tout? C'est aussi ma mère. Qui m'a accompagnée jusqu'à ce que j'ai le bac, que je quitte la maison familiale. Elle était tout le temps présente. Et je dis, il y a combien de mères qui font tout ça et qui n'ont pas de reconnaissance. Donc, c'est un peu un hommage à toutes les mamans. En partant d'une activité typiquement féminine, c'est filer le coton en Afrique. Ça, les jeunes filles avaient comme devoir de savoir filer le coton. Et ce que j'avais vu, c'est que ma mère, elle filait le coton, non pas pour gagner de l'argent, mais pour faire des pagnes, des couvertures, des boubous qu'elle offrait souvent en cadeau. Et donc, quand je voyageais, quand je suis allée faire mes études à Bordeaux, j'avais une de ces couvertures et je disais, c'est l'odeur du coton que ma mère a filé, que je transportais avec moi. Et donc, tous les souvenirs, toute l'enfance. Bien naturellement. Voilà. En tout cas, c'est un très beau et en même temps, c'est un regard sur le Sénégal. Hein. Ah oui, c'est après la première nouvelle, on tombe au Sénégal sur
comme je l'ai dit, des agressions qui peuvent y avoir, sur le désir que l'on a de changer de classe sociale, ou alors aussi ce que j'adorais, c'est aller visiter les expositions des peintres et le cinéma. Voilà un peu ma passion au Sénégal, en dehors de la littérature, bien sûr. En tout cas, c'est un clin d'œil à tous les moments. Voilà, un clin d'œil parce que ce recueil a eu le 2e prix du président de la République en 2017. Inch'Allah. Donc, on va sortir de notre bibliographie pour parler de la littérature en tant que la critique littéraire. La critique littéraire. Donc, oui. Que pouvez-vous en dire alors, par rapport à ça? Quel est le véritable problème de la critique littéraire en Afrique, surtout au Sénégal aussi? Alors, les critiques littéraires, je voudrais commencer par rendre un grand hommage au professeur Madior Diouf, qui vient de nous quitter en paix, et qui est à la fois un maître pour beaucoup de professeurs aujourd'hui. Il les a formés, soit apprentis, où il a été un des premiers enseignants sénégalais à enseigner les lettres, soit à l'université de Dakar, avec le professeur Mohamedou Kane, mon directeur de thèse. Et c'était les 2 grandes figures de la faculté au département de lettres que j'ai connues, parce que moi, je n'ai pas fait mes études universitaires à Dakar. Mais tout de suite, ces 2 figures, quand on lisait un roman, quand on parlait de critique, on avait Madior Diouf, Mohamedou Kane. Mohamedou Kane pour les contes d'Amadou Koumba, et Madior parce que c'est lui qui a théorisé un peu l'intrigue des romans sénégalais, qui consiste à partir d'une ville originaire, Saint-Louis souvent, pour arriver à Dakar, la découverte de la capitale de la modernité, visiter Gorée Rufisque et retourner après ce voyage initiatique que Karim a fait, que Maïmouna a fait en revenant à Louga, pour dire au fond que les pionniers en matière de critique littéraire, c'est l'école de Dakar, c'est connu. Et après, on va dire qu'entre l'indépendance, les années 60 et les années 80, il y a eu de grandes figures. Si vous prenez un romancier comme Amadou Kourouma, que nous avons reçu ici à l'émission Impression de Sadakan, qui est venu au centre culturel, que les étudiants étudient, que les élèves ont en classe de terminale. Ce sont des textes majeurs, des textes fondamentaux que chaque enseignant doit connaître. Mais en dehors de ça, on a eu, entre la fin des années 80 et l'an 2000, une sorte de petite léthargie dans notre littérature, comme si elle s'était endormie, comme si elle manquait d'Ari pour être consacrée. Bien sûr, présence africaine est à Paris, c'est très important, mais désormais, surtout au Sénégal, il y a pléthore de maisons d'édition qui poussent les jeunes gens comme jeunes femmes, à écrire. Tellement que nous sommes aujourd'hui submergés de nouveaux titres. Il m'arrive, moi, quand je vais dans une librairie, d'entrer, d'acheter, et je dis, mais je n'ai pas tout lu. C'est là où je veux même. Voilà, allez-y. Tout à l'heure, on dit que dans les années 2000, comme on dirait que la littérature est endormie, mais actuellement, on voit beaucoup de productions, il y a des jeunes qui émergent de partout, surtout les jeunes. Non seulement des écrivains, il y a des prix littéraires, il y a des initiatives de rencontres interafricaines et même mondiales, comme le Philide avec Fodé Diop, comme Amina Sek avec Pluriel, parce que ce sont les femmes, le salon du livre féminin, des prix qui montrent qu'au fond, non seulement les jeunes écrivent, mais ils ont envie d'être primés. Dernièrement, le prix du Cénacle, 3e édition, a été l'occasion de récompenser tous les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais, qui ont eu des prix de par le monde. On va citer Boubacar Boris Diop, on va citer Souleymane Bachir Diagne, bien qu'étant philosophe, qui a aussi des prix avec son faveur de la mémoire, pour dire au fond que le sujet littéraire a éclaté. Le cercle des écrivains s'est élargi, tous les métiers, des médecins, des agronomes, des hommes politiques, des économistes. Tout le monde a envie de parler de son métier, de sa vie. Voilà un peu pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir cette pléthore de livres. Mais en tant que critique, cette nouvelle production littéraire, comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle est de qualité? Voilà, alors il y a un peu de tout là-dedans. Mais je vais dire que le conseil que je donnerais aux futurs
jeunes écrivains, au tout premier, ceux qui hésitent pour leur première œuvre, c'est un peu comme par le hasard qui a été celui de la parution de mon livre La fileuse d'amour. Le beau préfacier, la belle préface que j'avais du professeur Amadouli a été égarée et il a fallu que j'attende. Et donc pendant que j'attendais la nouvelle mouture du texte, j'ai relu mon texte sur l'ordinateur. Ce n'est plus la plume, c'est l'ordinateur. Et j'ai relu, corrigé, fait relire. Donc, c'est un peu le conseil que je voudrais donner. On ne se hâte pas tout de suite de jeter le bébé voilà, sur la place publique. Parce qu'une fois que le livre est paru avec des imperfections, il est difficile. Vous aurez beau le rééditer pour aller à des prix, on saura qu'il y avait une première édition. En telle année, c'est son extrait de naissance, le livre. Il en a un comme tout être humain. Et qu'en dehors de ça, vous ne pouvez pas tricher avec la naissance de votre livre. Donc, c'est un conseil. Mais là aussi, les maisons d'édition ont leur part de responsabilité. On leur part de... Parce qu'il faut de bons comités de lecture. Des comités de lecture qui soient assez critiques avec l'état de la langue. À propos justement de cela, aujourd'hui, le débat porte sur les langues nationales et le français. Une alternative. Est-ce que nous avons à choisir obligatoirement et à abandonner l'une des branches? Parler nos langues nationales et abandonner ce qu'on appelle les langues étrangères, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, etc. Je pense que non. Parce qu'au sein de la Sénégambie, c'est vrai que tout le monde parle Wolof. Mais il y a des Sérères, il y a des Pulaars qui auraient aussi à écrire dans leur langue maternelle. Donc, comme pour tout Africain, moi, ce que je recommande, c'est le multilinguisme. C'est la capacité qu'ont les écrivains, les enseignants, d'utiliser plusieurs langues nationales, tout comme ils peuvent parler en anglais, en français, en allemand, pourquoi pas. Pour dire que nos textes, comme Mariama Abba, par exemple, ils sont destinés au public de lecteurs du monde entier. Et on est fiers de dire que Une si longue lettre fait partie des livres les plus lus dans le monde aujourd'hui. C'est une fierté pour la femme sénégalaise. Voilà, pour la littérature sénégalaise. Mais vous avez déjà abordé le sujet. Oui. On va continuer à cette lancée. Oui. Comment trouvez-vous l'avenir du français en Afrique francophone, en tant que professeur de français, en tant que spécialiste de la francophonie? Parce que la politique en vogue, c'est l'introduction des langues nationales dans l'éducation. Oui. Est-ce que le français a un avenir en Afrique francophone? Alors, je vais d'abord dire, Yacine, que ça ne date pas d'aujourd'hui, ce désir d'introduire les langues nationales. Parce qu'en 1937, à la Chambre de commerce de Dakar, Léopold Sédar Senghor, pas encore président, a fait une conférence sur les langues nationales. Donc 1937, aucun de nous n'était né. Alors c'est pour dire que beaucoup de pays africains, je vais citer le Mali, je vais citer le Rwanda, je vais citer à côté la grande île Madagascar, ont tenté de prendre les langues nationales comme le premier et le seul moyen d'expression. Et je me rappelle, il y a quelques années, lors de la chute de Sékou Touré en Guinée, les revendications des populations étaient qu'on renonce à l'enseignement dans les langues nationales. Pourquoi? Parce qu'il en avait résulté, comme dans un autre pays comme Madagascar, une sorte de retard de l'élite au plan international. L'autre jour, je regarde à la télé un champion de pétanque malgache. Il s'exprime en malagasy et on est obligé de le traduire pour les autres pays. Voilà. Donc, je dis aujourd'hui, beaucoup de sages ont dit, le français, c'est aussi notre héritage. Nous l'avons dans notre panier culturel. Nous le développons et nous avons le devoir de le parler avec autant de rigueur et d'exactitude que je serais contente qu'on parle là. Les langues nationales, le Peul, le Swahili, le Bambara, le Manding, lorsqu'on s'exprime à la radio. Et que quand j'écoute quelqu'un qui décide de faire une émission en Wolof, il n'y a pas 2 mots de français pour 3 mots de Wolof. Parce que c'est comme les Camerounais disent, c'est du franc Wolof. Donc, il y a bien un problème. Soit nous maîtrisons nos langues nationales jusqu'à la transcription, à la lecture dans ces langues. Le problème que ça va poser, c'est que pour que ces langues soient enseignées dans les écoles,
il faudrait des maîtres qui maîtrisent ces langues et donc l'affectation des maîtres et des fonctionnaires. Voici un autre problème. Les manuels à faire, quel que soit le niveau, c'est comme l'introduction de l'anglais. On a voulu, le Sénégal a fait le choix d'introduire l'anglais à l'école primaire. Mais il faut des profs pour ce niveau. Il faut aussi des manuels qui soient différents de ceux du collège. Donc, vous voyez, on ne mettra pas la charrue avant les bœufs, ça se prépare. Ça se prépare. Le Mali, par exemple, a expérimenté l'introduction progressive. On commence par les langues nationales, au jardin d'enfants à la maternelle, et puis on introduit le français, et petit à petit, on va mettre à égalité le français et les langues, la langue du milieu de l'enfant. Parce que le petit sérère, il va parler sérère et français, ou anglais. Le Rwanda a choisi l'anglais. Et pourquoi pas le Swahili, vous pourriez vous demander. Ou la langue. Mais d'abord, c'est un petit État. Rien à voir avec les 18 millions d'habitants que nous avons aujourd'hui au Sénégal, ou les 100 millions de Nigérians et plus qu'on a. Imaginez qu'on impose le Yoruba seulement à toutes les ethnies au Nigeria. Est-ce qu'on va encore avoir une guerre du Biafra? Ça peut être des guerres ethniques. Il y a beaucoup d'ethnies qui ne parlent. Est-ce que les peuples de par le monde vont abandonner le peul pour une autre langue? Parce que eux, ils traversent toute l'Afrique. Il y a des peuls partout. Tout à fait. Et il y a de la littérature peul, transcrite en arabe, en transcription arabe. Ça, c'est le problème. Mais il y a le wolofal aussi. Donc, le problème, c'est la maîtrise de l'alphabétisation en langue nationale. Et aujourd'hui, de mon humble avis, il y a comme une régression par rapport à ce qui se faisait il y a 15-20 ans, où la semaine des langues nationales connaissait un engouement tel que tout le monde dans les universités, les facultés, suivait des cours d'initiation à la lecture en langue nationale. Ça se prend en charge. Donc, on souhaite que... Et puis, un temps où l'alphabétisation était vraiment... Oui, il y avait même des journaux en langue nationale, je me rappelle. Il y a beaucoup de mamans ont appris à faire. Voilà, donc on a fait des va-et-vient, c'est pas facile. C'est pour dire qu'il y a la question de l'unité nationale. Il ne faut pas favoriser les particularités ethniques. Il faut avoir ce souci de ce Sénégal, Sunugal. On se le garde bien uni, il est le nôtre. On le protège, mais on cultive la richesse de la diversité. Parfait. Donc le français est la langue qui nous unit actuellement. Oui, pour le moment, c'est un héritage. On peut pas s'en passer. Maintenant, on parle de littérature et souveraineté. Parce qu'actuellement, beaucoup de pays africains aspirent à la souveraineté comme une deuxième demande à l'indépendance. Quel doit être le rôle de la littérature dans cette lutte? Alors, d'abord, il y a, disons, la souveraineté politique qui est demandée. On a vu la demande de retour des soldats des bases françaises, par exemple, dans beaucoup de pays comme le Tchad, les États du Sahel ont demandé. Et donc, ici, une bonne partie de cette armée qui a été rapatriée depuis bien longtemps, il y a encore quelques bases. Et ça n'empêche pas qu'il y ait la coopération militaire entre les États. Ça, c'est un autre aspect politique. Mais quand vous parlez de souveraineté en matière de création littéraire, c'est vous demander, au fond, pour qu'un écrivain soit consacré, une écrivaine, grand écrivain, est-ce qu'on a besoin qu'il ait le Goncourt ou un prix africain? Qui le lit? Quel public? Qui est-ce qui décerne les prix? Où se font éditer les Africains? Je crois que si vous parlez de souveraineté, les maisons d'édition, s'il fallait que nous continuons à aller en Europe pour éditer nos livres, l'éditeur peut dire « Ah, j'aimerais bien que vous changez telle partie, que vous parlez de... » Aminata Sofal, elle était nominée pour les Goncourt. On lui avait demandé de changer quelque chose dans la grève des battus. Elle a refusé. Elle a dit « Vous prenez mon texte tel qu'il est, sinon je me retire. » Donc, je dis la souveraineté, c'est d'abord exprimer dans son texte ce que l'on ressent. Vous prenez Les Soleils des Indépendances. Quand ils ont été publiés, ce livre a été publié, ça a été un tollé, parce qu'on a dit qu'ils ne respectent pas la langue française. Mais en fait, je dis que Nkrumah pensait en bambara et traduisait les images. Avant lui, Cherndao avait écrit Bourtilen,
Cheikh Aliou Ndao, avait écrit Buur Tilène en wolof. Mame Younouss Dieng a écrit Aobi en wolof. Voilà, avant d'écrire en français. Donc, il n'y a pas d'exclusif. Maintenant, il y a les éditions qui produisent en langue nationale, la diversité des langues nationales. C'est heureux. Maintenant, il faut qu'il y ait le lectorat de ces livres-là. Et à ce moment, on pourra parler de souveraineté, comme par exemple le Kenyan Ngugi wa Thiong'o qui a décidé de ne plus écrire donc en anglais, il écrit dans sa langue maternelle. Donc ça suppose qu'à l'arrière-plan, il y ait l'alphabétisation des populations. Alphabétisation en langue nationale et aussi en langue étrangère. Parce que l'école, c'est un lieu de formation. Et plus on est ouvert, plus on enrichit la personnalité des apprenants. En tout cas, c'est mon sentiment. J'écoutais l'autre jour l'entretien de Souleymane Bachir Diagne à l'Harmattan et j'ai dit à mes étudiants, allez l'écouter, allez voir qu'à travers sa trajectoire, il n'a pas mis de frontières entre le bachelier scientifique qu'il était, qui devient agrégé de philo, qui s'occupe de logique et de sciences, qui écrit des livres, qui parle de l'islam. Donc, évitons de créer de fausses barrières, à la fois du point de vue des thèmes, à la fois du point de vue de notre propre ambition à être écrivain pour nos peuples d'abord, c'est ce que je dis, on est écrivain sénégalais, africain, et on vise l'universel. Bon, il y en a qui font le choix de commencer par l'universel, qui refusent l'étiquette d'écrivain sénégalais. C'est un choix. C'est un choix. On l'accepte ou on l'accepte pas, mais moi je dis, je suis attachée à ma culture, je suis attachée à mon Afrique et j'aimerais que l'Afrique, dans le concert des nations, aille à ce rendez-vous universel que Cheikh Hamidou Kane ou Senghor voulaient, avec ses richesses, ses couleurs, ses œuvres particulières. Aussi bien pour les artistes, les peintres, les musiciens, que Youssou N'Dour, que Baba Mal chantent dans leur langue. Ils chantent partout et tout le monde aime. Et pourtant, ils chantent dans leur langue. Voilà, exactement. J'espère que la littérature va arriver à ce Inch'Allah. que les gens écrivent dans nos langues et qu'ils se fassent lire. Voilà, il y a la traduction. Heureusement, il y a la traduction. Voilà, donc actuellement, on parle beaucoup d'écriture féminine, autant pour moi. Qui ne parle pas d'écriture féminine, c'est par rapport à l'écrivain ou écrivaine en tant que tel, ou bien c'est par rapport au thème abordé, ou bien c'est par rapport au sujet culturel, voilà, au thème abordé. Quand on parle d'écriture féminine, qu'est-ce que vous entendez? L'écriture féminine, bon, je pense que c'est un concept qui fait se rebiffer beaucoup de gens. Par exemple, vous prenez un texte, c'est un homme qui écrit, je crois qu'il y a des hommes qui sont des féministes avant la lettre. Si je prends par exemple le recueil de nouvelles de Saint-Ben Ousmane, dont le titre est, comme je me plais à le dire, voltaïque. Mais c'est un des plus beaux textes de Saint-Ben, où dans des courts récits, il met en scène des situations avec beaucoup de femmes qui se battent. On se bat pour l'indépendance, on se bat aussi pour le bonheur dans son ménage, même si c'est un ménage polygamique. Je me réfère à la nouvelle Ces 3 jours. Et pour dire qu'au fond, l'écrivain choisit le genre dans lequel il écrit, que ce soit du théâtre, que ce soit une nouvelle, que ce soit des poèmes. Il choisit les figures, la manière, le registre dans lequel il veut écrire. Le problème de la langue aussi, parce que moi je suis d'une sensibilité telle que je suis parfois choquée quand le registre de langue est un peu bas. Mais il y en a qui font ce choix. Si je prends par exemple, quand j'étais étudiante, le voyage au bout de la nuit de Céline, on est un peu choqué par le traitement qu'il inflige à la langue française. Voilà. Mais c'est un texte aujourd'hui mondialement lu, connu. Et que si je prends des auteurs qui ont envie de faire des romans policiers, bien sûr qu'ils ne vont pas parler comme un poète dans le roman policier. On est dans des situations qui
permettent donc, je pense à un de mes amis, Tafsir Dikediye, qui fait beaucoup dans le roman policier comme Abbas Dione. Ça, c'est un autre registre de langue qui s'adapte à un genre littéraire donné. Maintenant, si vous décidez de faire de la poésie, poésie du cœur, ou de la poésie épique, révolutionnaire, il y a des jeunes comme Farah Ndiaye aujourd'hui qui a eu un prix pour dire que on peut choisir pour tel poème un registre donné parce qu'on a envie d'exprimer sa révolte, on a envie de dire crûment les choses, d'appeler un chat, mais n'empêche que la poésie, on va dire, c'est le genre le plus exigeant en matière de qualité du style de l'expression. Voilà, un peu, je crois. Donc c'est par rapport au style d'écriture et par rapport au thème, par rapport au thème, par rapport au genre, par rapport aux personnages. Si, comme Molière déjà, il faisait parler les servantes avec le niveau de langue qu'elles avaient, même si la maîtresse de maison corrigeait dans les femmes savantes, ne voulait pas qu'on fasse de fautes de français, mais la servante, elle parle comme elle sait, elle peut. Donc voilà déjà ici, petite dérision pour dire, comme le disait le poète haïtien là, j'habite une langue. J'habite une langue et c'est cette langue qui me permet de dire mon moi, de le dire avec ce ressenti que j'ai, avec les images que je vais piocher dans mon terroir, dans mon environnement, dans, je vais dire même les odeurs de la pluie, les odeurs de mon enfance et l'odeur de la terre qui est arrosée de pluie. Cette terre sur laquelle je voyais de petites bestioles toutes rouges qu'on appelait les épouses du bon Dieu. C'est un souvenir qui me reste. Et si je me souviens de mon enfance, je vais avoir ce regard poétique. Mais en même temps, c'est un pays où on entendait les hyènes la nuit. Donc, je vais ressentir une certaine frayeur, une certaine terreur. Tout cela, ça peut faire partie de mon récit autobiographique. Donc, vous voyez. On attend avec impatience. En tout cas, on a beaucoup appris. Peut-être parler un peu de philosophie. Un peu de philosophie. Entre philosophie et littérature. Je dirais que c'est grâce à la philosophie que vous êtes arrivé à la littérature. Donc. Oui, c'est à partir, on va dire. Puisqu'on est chez le grand philosophe Moussa Diagne, on parle un peu de voilà, philosophie. on est chez lui, mais il faut savoir que lui, il a commencé par faire lettres avant de faire philo. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, c'est des chemins qui se sont entrecroisés. Pourquoi? Parce qu'au départ, Mamsé a eu comme professeur quelqu'un comme Madiordiou. Et il disait que c'était un plaisir de découvrir les textes avec le professeur Madiordiou. Donc, pour insister sur la formation des enseignants, la capacité que l'enseignant a à faire découvrir les beautés d'un texte à ses élèves. Ça, c'est très important. Et moi, je suis avant tout enseignante. Avant d'être écrivaine, je suis enseignante. Et je tiens à ça. Donc, la littérature, pour moi, le livre, a été un compagnon depuis mon enfance. Je dis que je préférais lire plutôt que d'apprendre à crocheter, à tricoter. Parce que je dis, quand je tricote, je n'ai pas les yeux dans le livre. Je préférais, quand j'étais petite, surveiller le repas en lisant, faire le ménage en lisant, de telle sorte qu'au fond, mon plus grand rêve serait d'être dans une île, entourée de livres que j'aurais tout le temps et l'envie de lire. Pour dire que le livre, c'est quelque chose que j'adore. Je dis plus que les bijoux, plus que les bijoux, et que en fait, lire, c'est aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et je prendrais, pour illustrer cela, la métaphore du vampire de Michel Tournier, grand écrivain français du XXe siècle, qui a écrit un livre, Vendredi ou la vie sauvage. Il a repris le Vendredi anglais. Donc, vous voyez comment un héros du XVIIe siècle va se recycler au XXe siècle sous la plume d'un autre. De même, le grand prix Nobel de littérature, comment il s'appelle encore, a repris des personnages d'anciens romans à qui il a donné une deuxième vie. Donc, pour dire qu'au fond, lire, c'est aller à la rencontre d'un autre monde. Lire, c'est voyager. Lire, c'est échapper à la prison. Combien de grands hommes d'État, de grandes femmes aussi, je pense à quelqu'un comme Rosa Luxembourg, ont profité de leur prison, de leur enfermement à résidence pour se gaver de livres, demander des livres. Je pense que c'est André Gide qui a dit les nourritures spirituelles, elles sont supérieures
aux nourritures dont notre corps a besoin. Tout à fait. Et que un enfant qui lit, une personne qui lit, est riche de tous les apports, de tous les auteurs. Et quelqu'un comme Montaigne, je vais jusqu'à Montaigne, 16e siècle, pour dire que dans les essais de Montaigne, il y a à boire et à manger pour tous les siècles. Alors, quelqu'un qui écrirait un livre comme les essais, ce livre est destiné à passer de siècle en siècle, de génération en génération. Ça fermerait la bouche à quelqu'un qui me disait, mais pourquoi on enseigne encore Racine? Mais parce que Phèdre a encore des choses à nous dire sur l'amour, sur la passion. Mais parce que Racine est allé prendre des personnages dans l'Antiquité pour les recycler au XVIIe siècle. Et que d'autres écrivains peuvent prendre des personnages de Racine et nous les apporter au XXIe siècle. Donc ça, c'est un peu la littérature, elle est capable de renaître de ses cendres. Un plein coup de français. Voilà, elle renaît de ses cendres parce que c'est une passion et que celui qui écrit, il écrit avec ses tripes, il écrit avec son cœur, il écrit avec sa tête et il va vers les autres. C'est un message et qui enrichit l'autre. Et chacun, le livre, c'est la bouteille à la mer. Il va vers ses lecteurs et celui qui le lit l'interprète comme il veut. C'est Paul Valéry qui disait, mes vers ont le sens que vous leur donnez, vous lecteurs. Moi, je ne vais pas dire la fileuse d'amour, j'ai voulu dire ça. Je veux que Yacine lise la fileuse d'amour et me dise, lorsque vous avez parlé de le choix d'Assanatou, qui a beaucoup plu, jusqu'à ce que c'est paru dans Amina, la revue Amina, quelque temps après l'apparition de mon recueil. Parce que c'est des situations qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Le mariage forcé, ça existait dans d'autres continents, à d'autres époques. Et une jeune femme qui a été obligée de... qui a dit que la lecture était un vice, mais c'est un vice infini. Voilà, donc je pense que l'émission tire un peu à sa fin. Juste un petit mot sur le groupe Seguima en tant que tel. Apparemment, que je ne connaissais pas, que je découvre avec plaisir. Voilà, donc on attend peut-être votre prochaine publication avec Inch'Allah. Seguima. Oui. C'est un plaisir de vous inviter. Voilà, je pense que nous enseignants classiques, un peu retraités, un peu, je ne dirais pas dépassés, nous avons le devoir d'intégrer la version virtuelle en ligne des productions littéraires. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans ça. Moi, je vais vous découvrir avec plaisir et je vais vous suivre maintenant à la trace. D'accord, ça sera un plaisir. Félicitations en tout cas pour cette initiative, parce que c'est fait pour la littérature. Tout à fait. Oui, et que les jeunes aiment ça. Ah oui. Les jeunes aiment ça. Peut-être que vous avez beaucoup d'auditeurs et de spectateurs aussi, parce que c'est un plaisir de vous voir dans votre bibliothèque. On est très suivis là-bas. Oui. Alors tout à l'heure, par exemple, j'étais avec mes étudiants, on avait Sous l'orage, j'ai dit c'est un écrivain malien, on avait Souniata ou l'épopée Mandingue, c'est un écrivain guinéen, et on a Jérémy Kane, qui est sénégalais. Donc, il n'y a pas de frontières. Pas de frontières. Voilà, donc merci beaucoup, madame. Merci, Yacine. André Marie. Merci à M. Ndour d'être venu à moi et venu au Diagne dans leur maison. Ça a été un réel plaisir. Merci on a beaucoup appris vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais rassasié avec André Marie Diagne. Mais on s'en limite là. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir ici. Inch'Allah. Donc, c'était votre émission littéraire avec cette grande dame, cette grande figure de la littérature sénégalaise, cette professeure éméritée, André Marie Bonane Diagne. Merci. À la prochaine avec une autre figure de la littérature sénégalaise.